Merci Louis de tes mots si gentils. Mes chers amis, on devrait être debout, en train de s'embrasser, faire des photos, manger de la galette, boire un coup de cidre, etc. Mais hélas, le virus en a décidé autrement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous assis, masqués. On en est évidemment tristes. Et tout ceci représente un bouleversement de la campagne présidentielle. Il n'en demeure pas moins que cette campagne présidentielle, elle n'a pas démarré aujourd'hui, elle n'a pas démarré hier, elle a démarré en réalité dès le mois de septembre. Malgré les bouleversements, les nouveautés, les nouveaux candidats qui considèrent que l'aventure personnelle est plus importante que l'avenir du pays, on a tracé notre sillon depuis le mois de septembre, avec pugnacité, avec, je crois, un très grand sérieux. Je suis allé dans divers endroits de France pour exprimer les positions qui étaient les miennes et j'ai démarré cette campagne présidentielle dès le mois de septembre sur la thématique du pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce qu'il m'apparaissait que le pouvoir d'achat allait être un des problèmes gigantesques des mois qui viennent. Je ne me suis pas trompé. Nous ne nous sommes pas trompés, comme bien souvent d'ailleurs, nous avons cette capacité précisément parce que nous n'avons pas de bonheur à nous regarder le nombril, mais plutôt à s'attacher aux problèmes de nos compatriotes. Nous avions, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, vu loin et détecté que ce problème du pouvoir d'achat allait être un problème majeur. Nous sommes allés dans beaucoup de coins de France pour exprimer les différents sujets de cette campagne. Encore une fois, avec un grand sérieux. On essaye, et j'essaye toujours de ne pas tomber dans le buzz, de ne pas tomber dans la polémique, de ne pas rentrer dans cette maladie très médiatique aujourd'hui qui consiste à parler fort parce qu'on n'a rien à dire, à créer des polémiques parce qu'on n'a pas travaillé le fond. Nous savons précisément et pertinemment ce que nous voulons pour le pays. Nous voulons rendre aux Français leur pays, nous voulons rendre aux Français leur argent. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que nous avons construit un projet présidentiel sur lequel, encore une fois, nous travaillons depuis de nombreuses décennies, où, clé en main, si je puis me permettre, les Français s'ils m'élisent demain, vont pouvoir voir changer radicalement leur vie. Je ne veux plus entendre le leitmotiv de nos élites qui ont désespéré le peuple français, démoralisé le peuple français au point de les lancer dans l'abstention en leur disant à chaque fois « c'est pas possible ». À chaque fois qu'on disait « mais il faut arrêter l'immigration », « ah, c'est pas possible ». Mais il faut augmenter le pouvoir d'achat, c'est pas possible. Il faut régler le problème de l'insécurité, c'est pas possible. Rien n'était possible. Et en réalité, je suis venu vous voir avec un message très optimiste. Tout est possible. Et s'il fallait, mes amis, une démonstration, si j'en avais besoin, mais je n'en ai pas besoin, une démonstration, une preuve que tout est possible. Encore, la conversation que j'ai eue avec les policiers ce matin le démontre. Je suis allé au Perthus et je suis allé à Cerbère. La pression migratoire n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Ah, c'est sûr, on n'en parle plus. Parce qu'Emmanuel Macron a trouvé un moyen de ne plus évoquer les sujets qui sont des sujets de préoccupation pour notre pays et pour notre peuple, c'est la crise sanitaire. Et puis quand on n'en parle pas assez, eh bien, il décide de mettre de l'huile sur le feu et de faire des déclarations dont chacun peut admettre qu'un président ne devrait pas dire ça pour une nouvelle fois créer une forme de polémique. Et pendant ce temps-là, on ne parle quasiment plus des sujets qui sont fondamentaux. Eh bien, qu'on ne compte pas sur moi pour tomber dans ce piège. Je ne rentrerai pas dans ce piège. Et je continuerai à aller partout en France pour présenter le projet qui est le mien et que vous retrouverez d'ailleurs le 5, puisque je suis sûr que vous viendrez tous à la convention présidentielle de Reims, vous y trouverez l'intégralité des livrets que nous sommes en train de boucler et dans lesquels il y a l'ensemble des mesures que nous voulons voir mettre en œuvre dans des domaines, évidemment, qui sont des domaines fondamentaux,
L'immigration dont nous parlions aujourd'hui en fait partie, l'insécurité évidemment en fait partie, mais aussi le pouvoir d'achat, mais aussi l'avenir de nos jeunes qui aujourd'hui n'ont jamais eu un avenir aussi bouché, n'ont jamais été si fragiles en fait psychologiquement, si fragiles financièrement. On évoquera le problème dans ces livrets de l'économie, parce que la situation des TPE-PME, leur capacité à créer de l'emploi, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Et nous irons plus loin encore dans le détail de nos propositions. Hier, j'ai fait un déplacement sur le tourisme. C'est fondamental, le tourisme. C'est une partie essentielle de l'activité économique du pays. Rien n'est fait non plus dans ce domaine. Nous parlerons de la santé. Et permettez-moi de vous dire qu'on a bien compris pendant cette crise sanitaire que notre hôpital public, qui était le vecteur du meilleur système de santé du monde, nous disait-on, eh bien, au fur et à mesure du temps, s'est effondré sur lui-même, au point que 17 500 lits d'hôpitaux ont été supprimés dans les 5 dernières années, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas subir une vague d'une maladie sans être obligé de nous expliquer qu'il faut trier les patients. Mais ça, c'est pas le fait, encore une fois, de la crise, c'est le fait de la faiblesse de nos hôpitaux. Protection de l'enfance, handicap, tous ces sujets-là seront abordés. Pourquoi ? Parce que c'est cela qui fait notre vie de tous les jours. Alors, on a vu émerger un certain nombre de candidats depuis le début de cette campagne qui ont eu l'air de plaire à la presse. Ben oui, vous comprenez, la presse, il faut l'amuser, parce que sinon elle s'ennuie. Donc ça l'ennuyait d'avoir un second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors il fallait trouver autre chose, de la nouveauté, pour faire vendre, pour faire de l'audience. Alors le premier qui est passé en disant mot pour mot la même chose que nous dans le domaine de l'immigration et de l'insécurité, tout d'un coup a fait l'objet, mais alors d'une promotion absolument incroyable. En l'espèce, évidemment, il s'agissait d'Éric Zemmour. Bon, aujourd'hui, ça a l'air de s'affadir, de s'affaiblir. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des promesses faites par ce candidat, se sont révélées anéanties au fur et à mesure de cette courte campagne. Et puis, nous avons Valérie Pécresse, désignée... Non, mais Valérie Pécresse, elle est extraordinaire, il faut pas... Non, mais elle est fabuleuse. Donc Valérie Pécresse, c'est Juppé, en fait. C'est Juppé en jupon. Bon. Et aujourd'hui, elle nous fait croire... Donc c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment la droite molle. C'est la femme qui a signé une tribune avec Rokhaya Diallo. C'est une femme qui, quelque part, défendait les accommodements raisonnables avec l'islamisme. D'ailleurs, elle continuait à la région Île-de-France à financer les associations islamistes. Et alors aujourd'hui, parce que nous sommes en campagne présidentielle, elle nous fait croire, à nous, qu'elle serait la plus dure contre l'immigration, et qu'avec elle, vous allez voir ce que vous allez voir. Elle va même de plateau en plateau dire... Non, parce qu'elle ne manque pas d'humour non plus, il faut quand même le dire. J'ai plus d'autorité que Marine Le Pen. Oui, ben voilà, je vois que ça suscite les sourires. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand elle a annoncé cela. Mais qui est notre véritable concurrent ? Qui est la personne contre laquelle nous nous battons pour gagner ? C'est ni Éric Zemmour, ni Valérie Pécresse, ni Yannick Jadot. C'est évidemment Emmanuel Macron. Parce que c'est Emmanuel Macron qui a accéléré la baisse dans l'intégralité des domaines de nos performances françaises, de nos capacités françaises. C'est lui qui a continué à ouvrir grand les frontières d'une immigration dont nous voyons de jour en jour qu'elle est de plus en plus toxique pour le pays, qu'elle génère de plus en plus d'insécurité dans notre pays, qu'elle pèse de plus en plus lourd sur notre système de protection sociale, qui en est à un niveau où nous nous interrogeons pour savoir s'il va survivre à cette pression migratoire. C'est lui qui a mis en place une politique qui consistait à aller taper fiscalement sur les plus modestes et sur les classes moyennes pour faire des cadeaux fiscaux
à ceux d'entre nous qui sont les plus aisés alors qu'ils n'en avaient pas besoin, en nous vendant la légende de cette richesse que l'on donnerait aux riches et qui dégoulinerait sur les autres. Bon, la réalité, c'est que ça n'a dégouliné absolument nulle part et que les classes moyennes, qui sont aujourd'hui dans une situation terriblement difficile, ont vu peser sur eux de plus en plus le poids de la fiscalité, tout en ayant face à eux des services publics comme l'ensemble des Français qui ne cessent de s'affaiblir. Parce que c'est ça le problème fondamental. Et le bon sens veut que nous rétablissions cet équilibre-là. La question n'est pas tant le consentement à l'impôt, mes chers amis. La question est le consentement à la dépense. Est-ce que nous sommes d'accord avec les dépenses qui sont faites par l'État avec l'argent que nous lui donnons ? Mais on ne se pose plus jamais cette question. La réponse est non. Nous ne sommes pas d'accord pour que, au bas mot, nos impôts servent à financer, au bas mot, 15 milliards pour l'immigration. Car dans les mesures que nous proposons, réserver les allocations familiales aux Français, réserver les prestations de solidarité à ceux qui, étrangers légalement dans notre pays, peuvent exprimer 5 ans d'équivalent temps plein en France. Réserver les logements sociaux aux Français. Réserver la priorité d'accès à l'emploi, supprimer l'aide médicale d'État pour la remplacer par une aide médicale d'urgence. Eh bien, rien que cela, et je vous parle sous le contrôle d'un rapport sénatorial, rien que ça, c'est 15 milliards d'économies par an. 15 milliards. Je ne parle pas de la fraude, dont là encore, les évaluations varient entre 15 et 45 milliards. Vous voyez, moi j'ai voulu être raisonnable, j'ai dit écoutez, banco, je prends 15. Mais 15 milliards de plus d'euros par an. Rien que ces 2 postes-là, 30 milliards d'euros par an. Et ce sont, concernant l'immigration, les économies directes. Nous étions au CRA ce matin. Non mais il faut quand même que vous le sachiez. Le CRA, 48 places, rien par rapport à celui de Toulouse, 400 places. Ici, 48 places. Vous savez combien ça coûte le fonctionnement d'un centre de rétention administratif de 48 places, 6,5 millions d'euros par an. Alors qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent, mais cet argent-là, il est mal dépensé. Et en contrepartie d'une pression fiscale qui ne cesse d'augmenter sur nous, eh bien, nous avons une sécurité qui est de pire en pire. Non, mais ça devient inadmissible, insupportable. Pas un pays n'accepterait ce que vivent aujourd'hui les Français, avec une multiplication des agressions gratuites, avec une explosion des atteintes aux personnes, de l'intégrité physique. Nous avons une justice qui n'est même pas capable de faire preuve de la fermeté minimum. Mais pourquoi ? Pas obligatoirement parce que des juges sont idéologiquement ancrés à gauche. Il y en a, bien sûr, on les connaît et on voit très bien comment ils fonctionnent. Mais pas seulement ça. Parce que depuis des décennies, on doit construire des places de prison et qu'on n'en construit pas. Et donc les magistrats se disent je préfère condamner à rien plutôt que de condamner à la prison, alors que cette peine de prison ne sera jamais mise en œuvre. Bon. Nous avons aujourd'hui, je l'ai dit à la télévision, nous avons 9 000 magistrats. Il y en a 1 000 de plus qu'il y a 3 ans. Bon, parfait. Il y en avait donc il y a 3 ans 8 000, aujourd'hui 9 000. Vous savez combien il y en avait en 1900, quand il y avait 34 millions de Français ? Eh bien, il y en avait 6 000. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, il faut doubler le nombre de magistrats. Mais tout ça, c'est des efforts, sont des priorités qu'il faut se donner. Donc, où est-ce qu'on dépense l'argent et où est-ce qu'on ne dépense pas ? Eh bien, moi, je vais le dépenser pour arrêter l'immigration massive dont est victime notre pays. Je vais l'arrêter en arrêtant la fraude, parce que je ne supporte plus de voir que les Français sont en toutes circonstances volés comme au coin d'un bois. Et pas seulement la fraude sociale, pas seulement la fraude aux prestations, pas seulement la fraude aux cotisations, mais aussi la fraude aux importations alimentaires, car la fraude, elle est partout. Cette fraude aux importations alimentaires qui crée une concurrence déloyale avec nos agriculteurs. Ces produits qu'on importe en France,
qui rentrent en compétition alors qu'ils ne respectent pas les mêmes normes avec les productions de nos industriels. Mais c'est aussi les entendre dans la grande distribution. En réalité, Emmanuel Macron a mis en place un système qui est le laisser-faire, laisser-aller, laisser-passer. Je vous l'avais dit, je l'avais annoncé lorsque je l'ai combattu il y a 5 ans. Je vous avais dit, cet homme, ce sera la guerre de tous contre tous. Il n'y aura plus de protection des plus faibles, plus de protection des plus modestes. Et il défendra les premiers de cordée et il laissera tomber tous les autres. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, et avec un cynisme absolument inouï. Alors moi, quand Emmanuel Macron vient dire dans une interview du Parisien, je ne vous parle pas de ses vulgarités ou de ses provocations, mais quand il vient dire, parce que c'est peut-être la phrase la plus terrible qu'il a prononcée dans cette interview, « Je ne m'interdis rien ». Eh bien, je vais vous dire, il faut vraiment qu'il soit battu dans 3 mois aux élections présidentielles. Vraiment, c'est une œuvre de salubrité publique. Parce qu'un éventuel second mandat d'Emmanuel Macron serait évidemment un drame pour notre pays. Car il ne sera plus tenu par une nouvelle éventuelle élection. Il se sentira totalement libre. Il aura dans son esprit un blanc-seing pour continuer à mettre en œuvre la politique que nous subissons depuis 5 ans. La politique pour les grands groupes, en oubliant complètement les TPE-PME. Tous les cadeaux fiscaux, encore une fois, ont été faits sur ceux qui n'avaient pas besoin du soutien du gouvernement, que ce soit les grands groupes ou que ce soit la suppression de l'ISF et la mise en œuvre de l'impôt sur la fortune immobilière. Toute la politique fiscale d'Emmanuel Macron, ça a été de tuer l'enracinement. C'est une politique fiscale qui a vocation à s'appliquer en réalité à ceux qui ne sont pas enracinés. Tout ce qui était enraciné a été combattu, a été taxé. Et pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas là, encore une fois, pour défendre un peuple, Emmanuel Macron. Il est là pour défendre une caste. Une caste, ce sont ses amis qu'il défend, ce n'est pas l'ensemble du peuple français. Pas un mot pour la sécurité, jamais. Ça ne le perturbe pas de voir qu'on ne peut plus se balader aujourd'hui dans un seul village français. Ce n'est même plus les quartiers difficiles, ce ne sont même plus les grandes villes. Le moindre petit village français est le lieu d'exaction, le lieu de vol, le lieu de brutalité que subissent nos propres compatriotes. Alors, le plan que nous proposons aux Français, il est simple. Je vous l'ai dit, leur rendre leur pays. Leur rendre leur pays, c'est quoi? C'est les rendre à nouveau propriétaires, d'abord de leur patrimoine matériel et immatériel. Le patrimoine immatériel, c'est notre culture, c'est notre mode de vie. Nous avons envie de vivre en France comme des Français. C'est quand même pas une exigence incroyable. Or, même cela, ça nous est reproché. C'est remis en cause en permanence par, somme toute, les amis d'Emmanuel Macron. Ceux qui portent le wokisme, le racialisme, qui voudraient qu'on oublie les valeurs qui ont fait la France pour importer des folies qui sont bien souvent des folies américaines d'ailleurs, où on regarde tous les gens non pas en fonction de leur appartenance ou de leur non-appartenance à la nationalité française, mais en fonction de leur origine, en fonction de la couleur de leur peau, en fonction de leur sexe. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fracture la société française. Il n'a eu de cesse que de fracturer la société française depuis 5 ans. À chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il l'a fait. Il l'a fait au moment des Gilets jaunes, où il lançait il a même réussi le tour de force d'arriver dans une manifestation à faire se bagarrer entre eux les policiers et les gendarmes quand même. Non mais il faut quand même le faire. Je veux dire, et à faire taper sur les pompiers, sur les personnels de santé. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on n'a jamais eu autant de chaos dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il voit une faille
qui pourrait diviser le pays, il se précipite, il l'aggrave, il l'élargit. Ah oui, je sais, il a retenu la leçon diviser pour mieux régner. Mais si notre pays se divise, si notre pays se fracture, il va mourir. Donc nous devons, d'être ceux qui allons réparer l'unité de la France, recoudre, fermer les failles, fermer les blessures. Et nous pouvons le faire parce que précisément nous avons une grande ambition pour notre pays. Parce que nous allons rendre aux Français ce que chaque peuple aspire à avoir. Vivre sereinement, selon un mode de vie qui est le nôtre, et donc qui ne nous heurte pas, dans lequel notre manière de vivre, nos codes, les choses auxquelles nous croyons, eh bien, sont respectés, dans lesquels ce qui nous indigne, ce qui nous choque, ce qui nous scandalise est combattu, dans lequel nous avons la capacité d'espérer pour nos enfants qu'ils vivent mieux que nous-mêmes, dans lequel nous avons à nouveau confiance dans l'école, dans sa capacité à permettre à nos enfants d'accéder au meilleur et de choisir leur vie. Alors qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais nous effondrons dans tous les secteurs, que ce soit en français, que ce soit en orthographe, que ce soit en mathématiques. Je veux dire, dans tous les éléments de comptabilisation internationale du niveau de l'enseignement, nous sommes en train de descendre dans les bas-fonds. Nous voulons pouvoir nous constituer un patrimoine, ça veut dire que nous voulons pouvoir vivre dignement du salaire que nous touchons. Or, il y a là aussi un problème majeur sur lequel il faut agir. Les salaires aujourd'hui en France sont trop bas, et ils le sont parce qu'on a accepté en réalité une immigration massive qui a pesé à la baisse sur les salaires. C'est assez facile à comprendre que lorsqu'il y a des tas de gens qui acceptent de travailler à un salaire minimum, eh bien ce salaire ne monte plus jamais, et que le salaire minimum devient le salaire maximum. Et pour pouvoir s'élever, c'est en même temps extrêmement difficile et extrêmement long. Nous voulons que les impôts que nous payons soient utilement utilisés et pas à financer absolument n'importe quoi, et notamment des charges dont nous pourrions nous passer en prenant des décisions du type de celles que j'ai expliquées ce matin. Et puis nous voulons pouvoir transmettre aussi ce patrimoine à nos enfants sans être spoliés au passage, sans que les impositions qui sont mises en œuvre obligent à vendre les biens familiaux pour pouvoir payer les impôts qui sont réclamés par l'État. Donc vous voyez, c'est l'ensemble de cette philosophie relativement simple, de bon sens, que je souhaite mettre en œuvre, et c'est ce qui justifie l'ensemble des mesures que j'ai développées et que je continuerai à développer pendant cette campagne. Protéger, protection, projection, transmission. C'est ça les trois axes de mon projet présidentiel. Mais mes chers amis, pour pouvoir gagner cette élection présidentielle, j'ai évidemment besoin de vous. J'ai besoin de votre confiance, j'ai besoin de votre foi, j'ai besoin de votre dynamisme, j'ai besoin de votre optimisme. Oui, c'est vrai, le pays va pas bien, mais il recèle en lui des richesses qui sont absolument considérables. D'ailleurs, c'est si vrai qu'avec le traitement qu'on lui fait subir à notre pays, s'il n'avait pas des richesses absolument considérables et des capacités considérables, il serait déjà mort. Voilà, la réalité, elle est là. Or, il est toujours là. Le pays, la France qu'on aime, elle est toujours là. La majorité silencieuse, elle souffre certes en silence, mais elle est là. Et c'est elle qu'il faut aller mobiliser. Alors je vous en supplie, n'écoutez pas les commentaires, ne regardez pas les sondages, ne vous laissez pas influencer par l'espèce de yo-yo de la communication politique en période de campagne. Allez convaincre les uns et les autres. Je viens vous dire les yeux dans les yeux. Nous n'avons jamais eu une chance aussi grande de gagner cette élection présidentielle qu'en 2022. Et c'est pour ça, mes amis, c'est pour ça, parce que des millions de Français qui hier ne nous écoutaient pas ou ne nous entendaient pas se sont rendus compte
Peut-être grâce aux outrances d'ailleurs de certains. On pourrait peut-être les en remercier presque. Peut-être grâce aux outrances de certains. Peut-être grâce à la brutalité gratuite de certains. Des millions de Français sont en train de se rendre compte que ce que nous proposons, eh bien, c'est un programme réfléchi, raisonné, réaliste, applicable, parce que c'est ça qu'attendent les Français. Ils n'attendent pas des grandes déclarations, ils attendent que ça change. Et pour une partie d'entre eux, ils ne croient plus que ça puisse changer. Ils n'y croient plus, ils sont fatalistes, ils disent on n'y arrivera jamais. J'entends trop souvent, mes chers amis, des gens qui me disent c'est trop tard, Marine, c'est trop tard. Il y a trop d'immigration, il y a trop d'insécurité, il y a trop d'islamisme, c'est trop avancé, c'est trop dégradé, on n'y arrivera pas. Eh bien moi, je viens vous dire, on y arrivera. On y arrivera. Et que ceux qui vous disent, on a tout essayé, je vous en supplie, on n'a rien essayé. On n'a rien essayé. On n'a rien fait pour faciliter la vie des TPE-PME, alors qu'on sait précisément que ce sont elles qui créent de l'emploi. On n'a rien fait pour rétablir et pour renforcer les savoirs fondamentaux à l'école, alors qu'on sait que ça marche. On en est issu de cette école-là. Donc on sait pertinemment que ça fonctionnait et qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas parce que le laxisme a tout ravagé sur son passage. On sait parfaitement qu'on peut régler le problème de l'immigration pour peu qu'on passe par un référendum comme je le propose et qu'on intègre le droit des étrangers dans la Constitution pour empêcher les textes internationaux de nous empêcher de faire le nécessaire dans notre pays. On peut reprendre en main notre destinée, mais encore faut-il le vouloir. Or, nos dirigeants ne le veulent pas. Ils sont tous issus du même système qui se perpétue au fur et à mesure en faisant croire à chaque fois qu'il est différent de celui qui l'a remplacé. Pardon, la politique de Sarko était la même que celle de Jospin, et en matière d'immigration, empire au passage. Celle d'Hollande était en fait la même que celle de Sarkozy, et celle d'Emmanuel Macron est la même de celle que de François Hollande, qu'il a par ailleurs assisté, et dont il a été le ministre de l'économie pendant 2 ans. Trop de personnes l'oublient. Rien n'a été tenté. Je suis à l'Assemblée depuis 5 ans, je vois passer des lois qui ne changent rien. La loi contre l'islamisme, soi-disant, de Gérald Darmanin, est du bidon, ça n'a rien changé. Avez-vous vu une différence quelconque sur la lutte contre l'islamisme depuis le vote de cette loi? Rien. Voilà, rien n'a changé. Et nous pouvons tout changer parce que nous ne dépendons pas du système. Et nous avons surtout la volonté de le faire. Et nous n'avons peur de personne. Et ça, c'est absolument fondamental. Moi, vous voyez, quand j'ai vu Éric Zemmour émerger, je me suis dit, bon, c'est malheureux, mais il pense qu'il a une aventure personnelle à mener. Et j'y ai cru pendant un certain nombre de semaines. Et puis, en fait, il a fait l'aveu final, l'aveu qui doit ouvrir les yeux de tout le monde. Il a dit dans une émission, il faut que Valérie Pécresse me donne les parrainages parce que si elle ne me donne pas les parrainages, eh bien elle ne sera pas au second tour et c'est Marine Le Pen qui y sera. Mais tout est dit, l'aveu est là. Et sa candidature a donc non pas vocation à lutter contre l'immigration ou lutter contre l'insécurité. Le seul objectif de cette candidature, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'être second tour pour permettre à la candidate LR d'y être. Mais on a déjà connu ça. On a déjà connu ça. On a connu ça avec Bruno Maigret. On a connu ça, pardon, mais avec Philippe de Villiers. À chaque fois que le système se rend compte que nous avons la capacité de gagner, il nous balance un leurre dans les pattes pour nous empêcher de gagner. C'est systématique. Enfin, je veux dire, on a assez d'expérience maintenant pour le savoir. Donc, il faut arrêter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà. L'objectif, et il aura ses parrainages parce que LR lui donnera, et LR lui donnera parce que Valérie Pécresse a bien compris que c'est le seul moyen pour elle, en divisant la famille nationale, en divisant les voix nationales, de nous empêcher d'être au second tour. Il n'y a qu'un malheur, c'est que nous serons au second tour, malgré leurs manœuvres, malgré leur malhonnêteté,
malgré leurs magouilles, nous serons au second tour et nous gagnerons cette élection présidentielle. Nous la gagnerons parce que nous aurons un réservoir de voix que nous n'avions pas en 2017. Et nous la gagnerons parce que les outrances d'Éric Zemmour, eh bien, en réalité, font qu'une partie de la gauche ne votera pas pour Emmanuel Macron et que ce front républicain dont ils ont usé et abusé au cours des années ne se mettra pas en place. Nous avons donc une chance historique de gagner cette élection présidentielle. Et on va continuer à bosser. On va bosser, on va aller sur le terrain, on va convaincre les gens un par un. On ne se laissera pas dévier de notre route. On ne tombera dans aucun piège des provocations ou des outrances des uns et des autres parce que nous sommes le peuple français, parce que le peuple attend qu'on lui rende son pays, mais parce qu'aussi l'Europe a besoin de la France, l'Europe des peuples, l'Europe des nations. Car contrairement à ce qu'on vient vous dire en permanence, nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne, nous sommes contre un modèle unique. Voilà, nous considérons que l'Europe doit être une Europe de la diversité des peuples européens, parce que c'est comme ça que nous sommes puissants. Et à nouveau, nous rendrons aussi au monde la France qui l'attend, et l'Europe qui l'attend. Parce que le monde a besoin de l'Europe, le monde a besoin de la France. Et on ne va pas le faire, mes chers amis, en se recroquevillant sur nous-mêmes, contrairement aux caricatures qu'on veut faire de nous. On ne va pas le faire en montant des barbelés, en restant en autarcie, parce que ce n'est pas la France. La France, elle a besoin de se projeter pour être puissante, pour être influente. Donc nous mènerons des grandes politiques, qui ne sont pas des politiques de rétrécissement, mais au contraire, des politiques d'ouverture. On mettra en place une grande politique de la mer parce que nous sommes riches d'un espace maritime qui est absolument majeur, avec des richesses insoupçonnées, avec des territoires sous-marins dont on n'arrive même pas encore, qu'on n'arrive même pas encore à cartographier, tellement ils sont gigantesques. Nous mettrons en place une grande politique de la francophonie parce que nous croyons dans la langue française et que nous pensons que la langue française est un vecteur de puissance et un vecteur de culture. Donc, moi, ce que je veux, c'est rendre la France aux Français pour qu'ils puissent exprimer leur génie. Je pense que quand on enferme le peuple français dans un espace de plus en plus réduit, et c'est le cas aujourd'hui, en fait, on le stérilise. Et on fait que le pays se consume sur lui-même. Moi, je sais que le peuple français est un grand peuple. J'ai confiance en lui. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Mais pour peu qu'on lui donne, encore une fois, la capacité de le faire et qu'on ne l'appauvrisse pas en permanence, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan de l'enseignement qui est aujourd'hui délivré à nos enfants. Alors, moi, en ce qui me concerne, si vous voulez, quand on me dit... vous savez, j'étais au Front National, le Front National est né, j'avais 5 ans. La première affiche, c'était « Avant qu'il ne soit trop tard ». Bon, eh bien, 50 ans plus tard, ou un petit peu moins de 50 ans plus tard, je viens lui dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et je vous assure que, à ceux qui disent « On a tout essayé et qui n'ont rien fait », nous allons démontrer qu'en faisant, en réalité, nous arriverons à respecter les promesses que nous faisons au peuple français. J'ai dit aux journalistes tout à l'heure, mais c'est pas possible, mais alors dites-moi comment font les Hongrois, comment font les Polonais, pourquoi il y a des pays en Europe qui arrivent à ne pas avoir d'immigration, qui arrivent à gérer les flux migratoires, qui arrivent à vivre en sécurité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont mis en place les mesures que nous souhaitons mettre en œuvre. C'est aussi simple que cela. Donc, ne vous laissez pas impressionner, encore une fois, par l'idée que tout serait trop compliqué, trop technique, impossible, contraire au texte européen ou je ne sais quoi d'autre. Vous savez très bien, dans votre vie quotidienne, vous faites preuve de bon sens. Vous voyez très bien quand une décision passe et qu'elle vous apparaît stupide. Si elle vous apparaît stupide, c'est parce qu'elle l'est. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Donc, faites-nous la confiance de croire
qu'en l'espace de quelques mois déjà après notre élection, il y a des changements majeurs qui auront lieu dans notre pays. Et nous le ferons avec une équipe qui est une équipe solide, qui a l'expérience. Je vous ai dit tout à l'heure, on va attendre le futur ministre de la Justice. Mais vous croyez sincèrement que la justice sera aussi désorganisée, lente, laxiste, inexistante quand Jean-Paul Garot sera ministre de la Justice? Moi, je vous affirme le contraire. Parce que j'ai vu sa carrière, parce que j'ai vu ses prises de position, parce que je connais sa volonté. Et il en sera de même, mes chers amis, dans l'ensemble des domaines. Ce que je voudrais vous dire en terminant, c'est que j'entends souvent des gens qui me disent gentiment d'ailleurs, ils me disent « Marine, on attend l'élection avec impatience. » Eh bien, je leur réponds « N'attendez pas. Faites-la l'élection. Ne soyez pas passifs face à cette élection qui arrive. Ne croyez pas que les médias font l'élection. C'est faux. Ne croyez pas que les sondages font l'élection. C'est faux. Ne croyez pas que ce sont nos adversaires ou nos concurrents qui font l'élection. C'est faux. C'est vous qui faites l'élection. C'est vous avec votre foi, avec la foi que vous transmettez. C'est vous avec votre travail. C'est vous auprès des gens qui ont confiance en vous et qui écoutent ce que vous avez à leur dire. Redonnez-leur cette confiance. Redonnez au peuple français non seulement la confiance, mais l'espérance. Faites en sorte qu'il croit à nouveau en lui. Parce qu'il ne croit plus en lui, le peuple français. À force d'entendre ses dirigeants lui dire qu'ils sont bons à rien, que ce sont des feignants, qu'il faut qu'ils traversent la rue, que ce sont des sans-dents, et j'en passe, et des meilleurs, des derniers de cordée, que ce sont des gens qui ne sont rien, ils ont fini par le croire. Eh bien, le peuple français a tort de croire ça. Il est un peuple magnifique. Il est un peuple intelligent. Il est un peuple politique. Et il doit redevenir un peuple volontaire pour reprendre encore une fois et définitivement la maîtrise de son destin. Alors, que vous dire pour finir que ce que nous avons profondément au fond du cœur? Vive le peuple français et vive la France!